Métro, partenaire des restaurateurs et commerçants indépendants, vous présente Sud Radio 10h-11h, Ferniaud fait le marché. Bonjour à tous les amis, bon dimanche, bon dernier dimanche de l'année. C'est la saison des réveillons. Et oui, la semaine dernière, on préparait le réveillon de Noël. Ça s'est plutôt pas mal passé, à ce que j'ai entendu. Et cette semaine, on prépare le réveillon de la Saint-Sylvestre. On fait pas dans l'originalité, mais en revanche, c'est important de répéter les préceptes essentiels qui sont la différence entre Noël et la Saint-Sylvestre, du point de vue de la gastronomie à table. Eh bien, à Noël, on cuisine, et c'est ce qu'on a vu avec nos grands chefs la semaine dernière. Et à la Saint-Sylvestre, on essaye de mettre sur la table des choses qu'on n'aura pas à cuisiner, qui sont préparées souvent par d'autres et qui préparent la nouvelle année ensemble. C'est-à-dire qu'on essaye de ne pas être en cuisine à la Saint-Sylvestre, mais plutôt de passer du temps avec ses amis ou sa famille. Plutôt souvent les amis d'ailleurs. Allez, on va immédiatement passer un coup de fil du côté de Divonne-les-Bains. Sud Radio, Ferniaud fait le marché. Parce que ce matin, je vous fais un menu en 4 services avec que des choses qui auront été préparées par d'autres et qui seront sur vos tables. Oui, il faut rivaliser d'idées, évidemment. Et on commence du côté de Divonne-les-Bains avec Damien Raymond. Bonjour Damien. Oui, bonjour. Damien Raymond, charcutier traiteur, mais surtout, Damien Raymond a remporté cette saison, là, il y a un mois à peu près, la troisième place. La troisième place, ça, c'est la place souhaitée sur le podium, qu'on ne peut pas faire mieux. La troisième place sur le podium du championnat du monde de pâté-croûte. Et justement, moi, je trouve que le pâté-croûte est très à la mode et qu'on a très envie d'en avoir sur les tables de la Saint-Sylvestre. Alors, Damien, d'abord, il faut expliquer un peu votre position. Pourquoi Divonne-les-Bains ? Parce que vous avez un patron pour qui vous travaillez, Daniel Gobet, qui a été longtemps un candidat et même vainqueur de ce championnat. Oui, il a été vainqueur en 2018, donc champion du monde, après plusieurs tentatives de ce championnat. Ouais. Mais il a réussi. Voilà. Et d'un championnat dont la finale se tient à Lyon, qui est une région. Alors Lyon et la région Rhône-Alpes, c'est un peu le centre, le nœud gordien du pâté-croûte en France. En tout cas, les Lyonnais s'en réclament et ils ont raison. Et donc Divonne-les-Bains, pour ceux qui ne savent pas où ça se trouve, c'est vraiment, je dirais, la ville la plus proche, c'est Genève. C'est juste de l'autre côté de la frontière. C'est juste le bout de la frontière Suisse-Genève, voilà. Ouais, Gex, Divonne, c'est le pays de Gex. Alors, ce qui est marrant d'ailleurs, c'est qu'on se dit parfois, c'est presque une enclave française en Suisse. Non, c'est le contraire. C'est Genève qui est une enclave suisse en France, parce que elle est enserrée entre l'Ain au nord, sous le Jura d'ailleurs, en plein contrefort du Jura, et la Haute-Savoie juste en dessous. Donc Genève, c'est un peu une avancée suisse au milieu du territoire français. Et Divonne-les-Bains, du coup, vous avez sûrement pas mal de clientèle suisse qui viennent chercher vos pâté-croûtes. Oui, énormément. C'est une bonne partie de notre clientèle. Oui, je me doute, parce que vous êtes vraiment frontalier, là, du côté de Ferney-Voltaire, qui est juste à côté. Alors, cher Damien, je voulais qu'on se parle de pâté-croûte, parce que je trouve que, on a envie pour la Saint-Sylvestre d'avoir de belles choses sur la table, mais pas avoir à passer du temps en cuisine, comme on le fait souvent à Noël. Et le pâté-croûte, c'est merveilleux. D'ailleurs, j'imagine que ça va être un gros boulot pour vous, là, les jours qui viennent, parce que il y a beaucoup de clients en précommande déjà ? Oui, énormément. On a déjà commencé, et puis c'est pas fini. Alors, c'est quoi le secret pour que l'équipe Gobet, parce que comme je le disais, il a été champion du monde, et puis vous travaillez avec lui et vous reprenez le flambeau. Quel âge avez-vous, Damien ? Je vais avoir 30 ans. Voilà, c'est un jeune traiteur. Et rebelote, l'équipe Gobet, l'équipe So Good sur le podium. C'est quoi le secret de votre équipe ? Qu'est-ce qu'il a comme secret, votre pâté-croûte ? Qu'est-ce qu'il a comme secret ? Il en a plein, qu'il ne faut pas dire non plus. Ah ouais ? Pourquoi vous allez recommencer l'an prochain ? Ouais. Ah oui, c'est ça. Bien sûr. Non, déjà, il faut une très bonne pâte, croustillante. Après, une bonne gelée aussi. Ouais. Et puis la farce, un bon équilibre entre le gras, le maigre.
Et les assaisonnements, les marinades, tout ça. Hein. Alors, vous allez nous dire ce qu'il y a dedans, parce que la particularité de votre pâté croûte, ou pâté en croûte, hein, de toute façon, ce sont deux pléonasmes, c'est que il est taillé en damier. Hein, donc, vous avez c'est comme, comment je vais dire, lardé, quoi. C'est comme si on avait des bandes, mais de différentes viandes qui viennent former un damier à la découpe. Oui, voilà, tout à fait. C'est tout dans le montage. Ouais. Qu'on appelle des lèches de viande. Des lèches, voilà, c'est beau ça. C'est comme des lanières, quoi. Des lacets. Voilà, c'est ça. Ouais. Avec le canard, la volaille, le foie gras. Et tout ça superposé les uns sur les autres. Avec entre tout ça des petites couches de farce. Et ce qui nous fait, en fait, à la découpe, ça représente un petit damier. Voilà. Un petit damier. Moi, je peux vous le dire, parce que j'ai la chance, chaque année, les auditeurs le savent, hein, parce que je ne m'en cache pas, d'être jury dans ce beau championnat. Je vous l'ai dit, gustativement, c'est celui que j'ai préféré. Hein. Alors, si vous êtes derrière deux Japonais, il faut le signaler, hein, parce que autant l'année d'avant, c'était notre ami Frédéric Le Guen Geoffroy qui avait remporté le championnat du monde. Et puis là, deux Japonais, première, deuxième place, qui vous coiffent au poteau. Est-ce que ce n'est pas pour des raisons esthétiques? Parce que il faut dire que le premier avait fait une croûte absolument magnifique, hein, une vraie marqueterie, comme un laquage japonais. Ouais, je pense que ça peut avoir joué un peu, c'est sûr. Après, ils ont utilisé un peu de l'or, tout ça, feuilles d'or. Ça vous semblait un peu exagéré, vous? Peut-être un peu après, mais on a le droit, donc ils ont raison. Ouais, il faut. Et vous verrez que ça servira, hein, dans le futur. Dès qu'il y a des avancées ou des gens qui ont des idées, ça c'est repris le plus souvent. Pour autant, j'ai trouvé qu'il y avait un équilibre dans le vôtre. Alors, je m'en suis ouvert à un autre membre du jury. Que je ne citerai pas, mais qui m'a dit c'est normal, ils viennent à chaque fois avec le même pâté croûte. Est-ce que c'est vrai, ça? Je parle de vous, là, de votre pâté. Est-ce que c'est sur la même recette, grosso modo? Oui, plus ou moins. Il y a des petits ajustements, des petits changements quand même. Mais oui, c'est vrai que c'est la même recette. Ouais. Alors, pour ceux qui nous écoutent et qui auraient envie d'en faire, hein, c'est parce que j'essaye de percer les secrets, Damien Raymond. Quel est le secret d'une bonne pâte? C'est quoi d'ailleurs la pâte qu'on utilise pour faire du pâté croûte? Pour nous, c'est un genre de pâte brisée. Oui, bien beurrée. Voilà. Hein? Bien beurrée, oui, très très beurrée. Parce que traditionnellement, les traiteurs faisaient souvent la pâte des pâtés croûtes au saindoux. Hein, ça se faisait. Je crois que ça a été complètement abandonné parce que la pâte de ces pâtés en croûte, on a envie de pouvoir la manger presque seule, hein, qu'elle soit savoureuse toute seule. Ouais, c'est vrai que maintenant, il n'y a plus beaucoup qui font avec du saindoux. Hein. Ouais, je parle pour le championnat. En tout cas, dans le championnat, oui, on est d'accord. Et si par malheur, ça n'a pas suffisamment le goût de beurre, c'est un peu saqué, hein. Ouais, c'est quand même meilleur le beurre que le saindoux. Ça, moi, j'ai un jugement très clair là-dessus, surtout autour d'un pâté en croûte. Alors, parlons un peu de la gelée. La gelée, c'est toujours une base d'un jus de viande, en fait. Les bases, c'est des fonds de volaille. Oui, donc volaille et canard, poulet, canard. C'est des jus qui vont cuire pendant 24 heures. C'est ça, c'est des réductions en quelque sorte. Et après, qui seront réduits, voilà. Et concentré. Alors, ce pâté que tout le monde a envie de goûter, hein, parce que c'est celui de la finale du championnat du monde. Il a fait 3e sur 15, donc ça veut dire qu'il est... Et puis premier français, Damien Raymond, hein, bravo, je vous dis à nouveau bravo, cette médaille de bronze, elle est amplement méritée. Tout le monde a envie de le goûter, mais j'imagine que dans votre boutique à Seigny, à côté d'Yvonne les Bains, je suppose qu'il y a d'autres pâtés croûtes. Enfin, c'est pas le seul, il n'est pas tout seul au milieu de la boutique. Oui, bien sûr, il y en a plusieurs. Et il y a déjà le champion du monde de Daniel en 2018. Ouais, qui est un peu différent. Légèrement différent. Après, il y a celui-ci. Et puis, on en a encore 5-6 autres différents, avec du chorizo ibérique, par exemple, du jambon. D'accord. On fait un gibier pour l'hiver.
Vous sentez cette appétence des Français pour le pâté en croûte? Enfin, c'est fou, hein, le nombre de... c'est comme un grand renouveau, quoi. C'est un mec qui avait un petit peu disparu et qui revient chez tous les bons artisans charcutiers traiteurs. Ah oui, complètement, il revient en force. Et dans les bistrots aussi d'ailleurs, parce que les cuisines, c'est assez fort. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a un conseil que vous pouvez nous donner pour le service sur la table de la Saint-Sylvestre? Est-ce qu'il faut le sortir à l'avance du froid? Est-ce qu'il faut le couper à l'avance? Enfin, je ne sais pas, dites-moi. Alors c'est bien de le couper un petit peu à l'avance, le sortir, le laisser une heure et demie avant de le déguster. D'accord. Bien la température. D'accord. Et pourquoi? Mais il risque pas de s'oxyder un petit peu, enfin de perdre de sa couleur, à rester trop longtemps dehors? Sur une heure, ça devrait aller. Après, c'est s'il reste vraiment plus longtemps. Et est-ce que vous recommandez quelque chose avec? Il semble un peu évident de faire une salade, un peu pour équilibrer ce côté riche et du pâté en croûte avec un truc acidulé, quoi. Et la salade, c'est pas mal, non? Ouais, voilà, une petite salade verte et puis des petits pickles de légumes, c'est sympa. Bon, est-ce que vous en mangez encore ou est-ce que vous en pouvez plus de votre pâté en croûte? Eh ben, j'en mange encore, mais faut être fou. Hein. C'est ça. Et vous préparez déjà celui du championnat du monde de pâté croûte de l'an prochain. Vous livrez aussi on va dire en chronofresh dans la France. Oui, on peut vous commander? Dans toute la France, ouais. Ça se retrouve sur le site, j'imagine. Vous pouvez donner l'adresse? Sur le site internet, oui, So Good Traiteur, voilà. Voilà, sogoodtraiteur.fr ou .com? On va regarder, on va chercher sur Google. Merci beaucoup, Damien Raymond. Je vous souhaite d'avoir autre chose sur votre table que du pâté croûte, hein, histoire d'apporter un peu de diversification. Et vous saluerez, vous embrasserez Daniel Gobet pour nous, hein, dans cette période folle pour les charcutiers traiteurs, hein, puisque c'est une partie importante du chiffre d'affaires de l'année là qui se joue en quelques jours. Et bonne fin d'année à vous. Allez, merci beaucoup et à bientôt. On continue ce tour de table, mes amis. On va partir, de l'autre côté. On va aller au Total Sud-Ouest parce qu'il y a un produit emblématique. Merci, Damien. Mais de rien. Eh ben, il n'y a plus qu'à retourner au boulot. Alors là, c'est l'émission d'avant la Saint-Sylvestre du 29, hein, comme je t'avais dit. Ok. D'accord. Et puis, Fred Le Guen m'a apporté ce matin un pâté en croûte entier. Tu te rends compte? Il m'a dit, c'est pour ton Noël, donc je suis pas en manque là. J'ai ce qu'il faut. Je vais faire un dîner, mais j'aimerais bien en commander du tien. Je verrai avec Daniel. Je lui laisserai un message pour qu'on se démerde. Ça serait bien avant la Saint-Sylvestre justement, quoi. Pour la Saint-Sylvestre, ouais. La semaine prochaine. Oui, je te laisse un message ou je lui en laisse un, puis on se débrouille. Ouais, écoute, tu rappelles, il n'y a pas de souci. D'accord, ça marche. Merci, bon boulot, hein, c'est pas ce qui manque. Eh ben merci. Et belle fête de Noël à toi. Salut. Toi aussi, salut. Hein? T'appelles Joël. Il est 15? Ouais, donc... ouais. Allô? Eh oui, on a 5 minutes dans la vue, et oui, mon Joël. Comment ça va, mon prince? Écoute, oui, ça va pas mal. On vient de parler de pâté croûte pendant 12 minutes. Le championnat du monde à Lyon? Oui, j'étais dans le jury à la finale et justement j'avais le troisième, qui est le premier français, c'est le troisième, c'est un gars de l'Ain. Et on vient de parler de pâté croûte. Donc, parce que l'idée, c'est de dire, la table de la Saint-Sylvestre, c'est une table où on cuisine pas, où on achète des choses qui sont préparées par les autres pour pouvoir passer du temps avec les copains. Voilà. Donc, pâté croûte, ensuite les huîtres. Allez. Mais tu sais que le pâté croûte se marie très bien avec les huîtres. Tu vas me le dire. Hein? Voilà. Oui, ça changera des petites caillettes là, ou non, comment t'appelles les crépinettes, oui, pardon, voilà, les crépinettes. Et tout ce qui est charcuterie se marie très bien avec les huîtres. Oui, le cochon et l'huître, c'est super. Je suis d'accord. Exactement. Je suis d'accord. Allez, on attaque jingle. Métro, partenaire des restaurateurs et commerçants indépendants, vous présente
Sud Radio, 10h-11h, Ferniaud fait le marché. Mes amis, la table de la Saint-Sylvestre, c'est une table où on cuisine beaucoup moins qu'à Noël et où on aime bien servir ce qui a été préparé par d'autres pour passer du temps avec les copains qui viennent fêter cette fin d'année à la maison. Alors, on était avec le pâté croûte du côté de l'Ain, à Divonne-les-Bains, au-dessus de Genève, et on va changer carrément de région. On va sud-ouest direct sur le bassin d'Arcachon. Ah, j'ai dit bassin d'Arcachon, vous savez de quoi on va parler. Évidemment des huîtres avec Joël Dupuche qui est au téléphone. Bonjour Joël. Salut, comment ça va? Oh bah super Joël. Je vous ai un peu sorti de votre parc à huîtres là, puisqu'on prépare la Saint-Sylvestre. Alors c'est vrai qu'on a déjà mangé des huîtres à Noël la semaine passée, mais là la Saint-Sylvestre pour moi, dans cette idée d'avoir des tables où on n'a rien à faire, c'est quand même idéal, à part les ouvrir. Mais même pas, parce que en fait, si on va chez des écaillers spécialisés ou même chez son producteur, si on lui demande de les ouvrir, il peut les ouvrir. On peut ouvrir les huîtres 2-3 heures avant, les poser sur sa table au moment du service. Soit on laisse les couvercles dessus, soit on les enlève au dernier moment. Mais en fait, de l'huître ouverte, c'est parfait. Alors, je sais qu'on a un point commun, mon cher Joël, vous et moi, parce que je l'avais remarqué, mais je me le suis laissé dire. Vous êtes du genre, vous, à mettre un coup de moulin à poivre sur vos huîtres. Ouais, moi j'aime beaucoup. En fait, d'abord, j'aime beaucoup le poivre. C'est les poivres noirs de Madagascar et pas des poivres trop... Pas des poivres trop parfumés, parce qu'il faut que l'huître garde quand même sa saveur. Bien sûr, donc un peu de boisé, un peu de... Voilà. Exactement, voilà, poivre noir de Madagascar, parfait. Et puis ensuite, alors surtout, les huîtres, mangez-les comme vous les aimez. Vous aimez avec le poivre, prenez du poivre. Vous aimez le citron, prenez du citron. Ce qui est important quand vous mangez une huître, c'est que ça vous donne le sourire. Et si ça vous donne le sourire, c'est que vous la mangez comme vous avez envie. Joël, ça donne pas que le sourire, ça donne la bonne santé. Moi, je sais que ma femme dit tout le temps, quand je mange une huître, j'ai l'impression de manger de la bonne santé. Mais c'est ça, et moi j'ai l'impression de m'embrasser l'océan sur la bouche. C'est joli, c'est pas de moi, c'est pas de moi. Ah oui, qui a dit ça alors? Je sais plus, c'est un homme célèbre, mais j'ai oublié son nom. Après quelques bourriches. Pour l'occasion, on dirait que c'est moi. Allez. Alors Joël Dupuche, vous êtes une icône de l'ostréiculture et de l'ostréophilie, parce qu'on peut pratiquer les deux. Et surtout, vous connaissez ce coquillage dans lequel vous êtes né, parce que on est sur le bassin d'Arcachon, presque entièrement voué, je dirais, à l'ostréiculture. En tout cas, c'est la grande culture du bassin. Et puis, du côté des parcs à huîtres. Et on a je dirais presque cette connivence, cette connivence avec le coquillage. Parce que vous avez toujours vécu dedans, comme tous les gens du bassin. C'est-à-dire que le bassin d'Arcachon s'est construit sur deux activités qui, à l'origine, avant Napoléon III, étaient la pêche et le bois et la forêt. Et Napoléon III a codifié la production d'huîtres et a créé l'ostréiculture. Et depuis, l'ensemble des gens du bassin, dans les années 60, le bassin comptait à peu près 1200 entreprises ostréicoles et devait faire vivre 7 à 8 000 personnes dans des endroits où il y avait peu de gens. Et donc la base économique de cette zone du bassin d'Arcachon, c'était les huîtres et la forêt. Donc on était tourné vers la nature, ce qui a préservé notre endroit, parce que comme c'était que des paysans plutôt riches, parce que les gens vivaient très bien de la forêt et des huîtres, comme tous les paysans qui ont un peu d'argent, on ne vend pas, parce que ça sert à rien de vendre. Ça a préservé ce pays et ça a permis de garder justement ce côté extrêmement sauvage au bassin d'Arcachon. Avec ces gisements du banc d'Arguin là qui sont absolument superbes. Joël Dupuche, je me posais une question en préparant cette émission. Je me disais, au fond, combien faut-il de temps pour devenir un vrai produit du terroir? Parce que ces huîtres creuses, elles sont pas françaises d'origine, elles sont pas endémiques. Il faut rappeler qu'il y a eu 2 grandes épizooties et que ce sont toutes des huîtres, on va dire, d'origine japonaise qu'on a maintenant. C'est ça, d'huîtres japonaises, mais qui sont venues aussi du Canada, puisqu'en fait, il y a 18 races d'huîtres dans le monde, dont certains sont peut-être les mêmes parce qu'elles étaient décrites à l'époque par les naturalistes.
qui ne faisait que décrire une huître, mais une huître dans l'année, elle peut changer 10 fois de couleur, de coquille, de forme, parce qu'elle va être en pousse. Et donc globalement, il y a des races d'huîtres un peu partout dans le monde qui sont plutôt liées à la latitude des huîtres. Et au type de nourriture, au type de plancton dont elles se nourrissent. Exactement. Et donc, des huîtres, il y en a dans le monde entier. C'est un des animaux les plus solides du monde. Oui, c'est ça. Quand il ne restera rien, il restera des huîtres accrochées à leur rocher. Et donc, elles sont accrochées à leur ostréiculture, donc on sera peut-être encore là, nous aussi. C'est celles qui vous maintiennent. Exactement, c'est celles qui nous sauvent. Alors non, mais ce qui est intéressant, c'est de noter qu'en revanche, les huîtres endémiques, ce sont les plates, en fait. Les gravettes à Arcachon, comme on trouve des belons en Bretagne. Ben c'est ça. En fait, à l'origine, donc dans tous les centres de production, Marennes, Arcachon, Bretagne, on ne faisait que de l'huître plate. L'huître creuse était considérée chez nous comme l'huître du pauvre, c'est-à-dire c'était consommé par les dockers dans les bars à Bordeaux. C'est ça. Mais l'huître noble était l'huître plate. Et les huîtres plates, c'est un coquillage très fragile, qui a crevé plusieurs fois dans les années 50, dans les années 60 et dans les années 70. Et il n'en reste aujourd'hui uniquement qu'en Bretagne. Enfin, c'est l'huître endémique bretonne. Et alors le belon, l'huître de belon est devenue très célèbre parce que le prince Kurnonski, grand critique gastronomique... le prince des gastronomes. Voilà. Exactement. Il allait chez Mélanie à Rilhac et il a parlé de l'excellence des huîtres de belon, qui est une zone d'affinage de l'huître plate, et aujourd'hui c'est devenu l'appellation générique de toutes les huîtres plates du nord de la Loire. C'est ça, on confond l'huître plate avec le nom de belon, qui est en fait le nom de la rivière, de cette petite rivière, ce petit fleuve qui se jette. C'est devenu le nom générique, mais à l'époque, dans les années 65-70, on parlait de la pimpolaise, on parlait de la cancalaise, on parlait de la quiberonnaise. Chaque zone avait son appellation d'huître plate. Écoutez, c'est extraordinaire parce que tout à l'heure, on va parler avec Laetitia Gabory d'un plateau de fromage, puisqu'on va avancer dans ce repas où on ne travaille pas, nous, qui recevons. Et j'ai l'impression qu'il y a une telle diversité d'huîtres, ça me fait penser au fromage français. Au fond, on pourrait proposer aux gens qui nous écoutent d'avoir des huîtres de différents terroirs sur leur table, plutôt que de prendre qu'une bourriche d'un endroit. Mais c'est-à-dire, d'abord en France, il y a des tas de producteurs qui font des huîtres exceptionnelles, et dans tous les sites de production. De toute manière, si on prend toutes les côtes de France, vraiment du nord de la France jusqu'au sud-ouest, il y a des productions d'huîtres dans toutes les côtes. Et même en Corse, avec les étangs de Diane. Exactement, à l'étang de Diane, M. Pantalacci qui produit des huîtres à l'étang de Diane, et vous en avez sur l'étang de Thau, vous en avez à Bouzigues, vous avez des huîtres extraordinaires, vous avez les huîtres de Tarboriège qui sont fabuleuses. Avec cette marée artificielle créée, exactement, qui crée les ascenseurs. C'est ce que j'ai dit à Florent, je lui ai dit, t'avais pas le choix, il fallait que tu inventes un truc. Nous, on a les marées naturelles. Il fallait que tu compenses ça. Bien sûr. Mais ce qui est intéressant, c'est que... C'est pour ça que je fais la comparatif avec les fromages, même s'il n'y a pas autant de variétés d'huîtres que de fromages. Mais on a vraiment des caractères organoleptiques, des goûts, des textures, des mâches extrêmement différentes, depuis la côte d'Opale jusqu'à l'étang de Thau. Mais chaque huître, alors d'abord, l'huître est composée à minimum, je dis, de 75% d'eau, même quand elle est très charnue. Ouais. Et c'est de l'eau salée. Bah oui, c'est de l'eau de mer, quel filtre. Voilà. Et donc la salinité, le sel est un exhausteur de goût. En fonction des salinités des zones, les goûts vont être très différents. Le ressenti du goût va être différent. Bien sûr. Il y en aura des plus salés que d'autres et moins salés que d'autres. Alors que le muscle qui est en fait est le muscle qui tient la coquille, qui ferme la coquille, il est sucré lui plutôt. Mais il est toujours sucré, mais c'est l'équivalent de la noix de Saint-Jacques, et je suis toujours malheureux quand je vois des gens qui mangent les huîtres et qui laissent le pied de l'huître sur la coquille. Quoi ? Mais il y a des tas de gens qui font ça, et je leur dis, mais c'est comme si vous laissiez une noix de Saint-Jacques et que vous mangez que le manteau, quoi. Oui. Exactement. Et par contre, ce pied, il y a un truc qui est très intéressant à faire quand on a des enfants en bas âge, c'est que la mâche du grosse huître peut être impressionnante, alors qu'à des enfants, si on leur donne juste le pied,
ça croque un peu, ça a ce goût sucré, et c'est un très bon moyen d'initier les gens qui n'ont jamais mangé d'huîtres ou qui disent ne pas aimer les huîtres, de goûter les huîtres. Oui. Il y a aussi le moyen de les pocher, par exemple, pour les manger cuites pour les enfants qui ont du mal avec la crudité de l'huître. Exactement. Le côté vivant. Parce que le fait de les pocher, en plus, elles perdent un peu d'eau. Si on les poche suffisamment, elles perdent vraiment de l'eau et elles deviennent beaucoup plus croquantes. Il y a davantage de mâche et donc c'est moins impressionnant à la réception en bouche. Bien sûr. Et puis il y a moins d'eau de mer dans la chair de l'huître, donc elles sont moins salées, évidemment, quand elles sont pochées. Un dernier mot, Joël, je vais vous poser une question piège. On a bien compris que vous êtes un amoureux de l'huître et de votre terroir, du bassin d'Arcachon. Mais si je vous demandais de choisir une autre huître. Alors, on a compris aussi que les huîtres de votre copain Tarbourièche dans les Tantos, vous les aimez. Allez me chercher une autre huître, un autre terroir d'huître qui vous plaît particulièrement en dehors d'Arcachon. Écoutez, en dehors d'Arcachon, il y a Marennes-Oléron. C'est les cousins, ils sont pas loin. Alors, si vous voulez, il y a des tas de bons producteurs. Vous avez Taille-Pierre en Normandie, vous avez Cadoré en Bretagne. Vous avez Gilardot à Marennes, vous avez Papin, Ancelin. Il y a des tas de gens sur tout le territoire qui font des huîtres exceptionnelles. Eh ben c'est formidable, vous n'êtes pas chauvin. On m'aura menti. On a dit il pourra parler que d'Arcachon. Est-ce que vous croyez que Pétrus va aller dire du mal de la Romanée Conti? Sûrement pas. Très beau comparatif. Ouais. En revanche, on évitera de boire du vin rouge avec les huîtres, pour terminer. C'est comme le bonheur, on boit ce qu'on aime. Voilà. Ce qu'on aime. Merci beaucoup, Joël Dupuche. Je vous souhaite une très belle fin d'année puisqu'on est à 2 jours de la Saint-Sylvestre. Et puis on se rappellera pour l'année nouvelle, pour se faire la bise. Avec immense plaisir. Allez, bonne journée à vous. Les amis, on se quitte 2 minutes et on revient pour continuer cette table incroyable. Métro, partenaire des restaurateurs et commerçants indépendants, vous présente... Sud Radio, 10h-11h, Ferniaud fait le marché. Mes amis, préparation du réveillon de la Saint-Sylvestre où on ne fait rien et où on déguste tout. On a commencé par le pâté en croûte, un des meilleurs du monde. On a continué par un large plateau d'huîtres venus de toute la France et vendus merveilleusement par Joël Dupuche sur le bassin d'Arcachon. Et on continue puisque là, on va s'attaquer à un morceau de choix, je dois dire, qui fait partie de notre culture de la table française. Les fromages. Et ce matin, petit coup de fil à Laetitia Gabory, qui est meilleure ouvrier de France fromagère. Bonjour Laetitia. Bonjour Vincent. Laetitia, on prépare le réveillon là dans 2 jours. Oui. Le fromage c'est génial parce que ça permet d'abord de ne pas faire grand chose, enfin pour nous qui recevons. Oui. Et puis on trouve toujours un fromage qui plaît à qui que ce soit, parce que dans la diversité, je pense que évidemment la France est le pays du fromage. Tout à fait, on peut le dire, avec nos plus de 1500 variétés de fromage, je pense qu'on peut dire que nous sommes le pays du fromage. Oui, alors on peut dire que les Italiens ont des beaux fromages, ok, l'Espagne, il y a du fromage, mais une telle diversité, nulle part, on est d'accord ? Non, c'est vrai que pour la diversité, c'est vrai que la France est dans les premiers. Après, c'est sûr, bien entendu, il y a de très beaux fromages partout, on va dire même dans le monde, si on peut aller même plus loin, quoi. Bien sûr, d'ailleurs, je me faisais la réflexion il n'y a pas longtemps que même les pays anglo-saxons que sont... Alors l'Angleterre, traditionnellement, il y a de très beaux fromages fermiers, mais même les États-Unis, maintenant, ils ont dans le nord des États-Unis, frontière du Canada, le Wisconsin, etc., des producteurs fermiers qui font du beau boulot, non, Laetitia ? Tout à fait, il y en a de plus en plus. C'est vrai que on peut dire que les Américains n'aiment pas le fromage au lait cru. Enfin, ils veulent pas de notre fromage au lait cru, mais eux, ils en font. Et c'est vrai qu'il y a des choses assez sympas. Alors, peut-être un petit peu moins de typicité que les nôtres, mais honnêtement, je trouve que c'est vraiment intéressant à découvrir. Alors, ce qui est extraordinaire chez nous, parce que vous disiez 1500 fromages, c'est tout confondu. En revanche, des fromages d'appellation, il y en a beaucoup moins. Il y en a une 50aine, je crois, en France. Tout à fait. Donc on a 51 produits laitiers en AOP et depuis peu on a un AOC, un fromage AOC qui est le motet sur feuille, on en a parlé ensemble en plus. Oui, absolument, il y a 2 mois on s'est parlé du motet, ce joli petit chèvre. Alors ça me lance sur le sujet justement de cette diversité. Il y a 2 diversités, mais vous allez m'expliquer un peu comment ça s'organise. Il y a une diversité de terroirs et notamment de climat et d'altitude, parce qu'un fromage de montagne c'est pas un fromage de plaine. Non. Et puis c'est une très belle répartition entre lait de
vache, lait de brebis et lait de chèvre. On a vraiment les trois en France. Tout à fait, en fonction de l'origine, du terroir, de la géographie et du climat, on va avoir des différences aussi bien sur les animaux qui sont appropriés par rapport à certains terroirs que l'on a en France, et aussi au format. Les formats sont aussi liés justement à l'altitude. On parle de montagne, donc c'est plutôt des gros fromages, et en plaine, on avait plutôt l'habitude de faire des petits fromages. Alors maintenant, bien entendu, avec les moyens que l'on a, que ce soit de la circulation, de conservation, on peut faire de tout un peu partout, mais sur des fromages vraiment d'appellation, surtout exemple les AOP ou les IGP, on est vraiment, on garde vraiment cette tradition, on va dire, fromagère. En fait, est-ce qu'on peut dire que les fromages de montagne étaient plus gros parce que on était isolé pendant l'hiver et donc il fallait des fromages à affinage long, puisqu'on ne pouvait pas les redescendre ou... Alors, on ne pouvait pas les descendre, et surtout, c'est qu'en hiver, on avait quand même des hivers assez rudes avec la neige. La production de lait était quand même assez réduite aussi, et il fallait pouvoir faire des fromages, donc ces fromages, on les faisait en été, qui puissent se conserver aussi longtemps pour qu'on puisse aussi les consommer en hiver. Donc c'est vrai que c'est aussi pour ça qu'il y avait ces formats de fromage. D'accord, alors que des fromages qu'on pouvait manger plus frais, c'était évidemment dans des zones moins reculées, on va dire. Exactement, bon. Tout à fait. Alors, parlons de ce plateau de fromage. D'abord, généralement, quand c'est à table, et par exemple en restauration, je sais que vous, par exemple, vous avez créé une sélection pour Métro de fromages à l'usage des restaurateurs, qui sont pas très doués en général pour choisir. Bon, donc, on va dire ça, ils sont doués, mais parfois ils y prêtent pas assez d'attention, on va dire, mais ils sont très doués. Non, mais c'est pas leur métier, ce que je veux dire. Certains ont des sommeliers pour choisir le vin, mais on peut pas dire qu'il y ait un fromager chez chaque restaurateur, c'est ça que je veux dire. C'est sûr, non, c'est vrai, c'est sûr. C'est souvent parfois le maître d'hôtel qui va s'en occuper, ou le chef, parce que si on a un chef qui est amoureux du fromage, forcément, ça aide. Bien, et ça aide. Et vous avez eu l'idée donc de créer, généralement les fromages, on les achète pas assez affinés, et du coup vous avez mis à disposition des fromages à juste affinage, on va dire, en tout cas une gamme affinée. Tout à fait. Donc là, c'est une gamme de fromages que j'ai mis en place avec une sélection, certains affinages avec mes producteurs pour justement mettre à disposition pour nos clients restaurateurs, chez Métro. Et c'est vrai que c'est vraiment des produits. Alors c'est vraiment une gamme premium. Et notamment là pour toute l'année, mais pour les fêtes, c'est vrai que c'est vraiment de très beaux produits d'exception sur certains, en tous les cas. Du coup, quand on prépare alors si on se met dans la peau de ceux qui vont recevoir chez eux, qui vont devoir aller chez le fromager, ils auront un conseil. Mais s'ils n'ont pas de fromager et qu'ils achètent dans un rayon de produits laitiers dans la distribution, ils vont souvent être un petit peu perdus. Qu'est-ce qu'on peut leur donner comme conseil sur le nombre de fromages à servir, par exemple ? Alors, tout dépend après le restaurateur par rapport à son chariot, mais c'est vrai que... Non, mais là, je parle chez nous, là, pour nous, les consommateurs finaux, qui recevons pour le réveillon. Alors, en principe, on essaye de faire une variété de 5 fromages. C'est vrai que sur les produits festifs, on va partir sur 7 fromages. Alors après, on essaye de varier au niveau des différents laits et des différentes pâtes et des intensités aussi de goût. Quels sont les fromages qui sont vraiment de saison et qu'on a envie de retrouver sur le plateau de fromage là au début de l'hiver ? Alors, début d'hiver, là, on a un fromage vraiment de saison, c'est le Mont d'Or. C'est vrai que c'est un fromage vraiment d'hiver. On aime bien le mettre. Donc là, on a quelque chose d'un petit peu sur des notes un peu boisées, le côté onctueux. Ça, c'est vraiment... Parce que il est à cœur pour les fêtes, quoi. Exactement. À point. Souvent on le fait chaud, mais c'est vrai que même en fromage de plateau, il est vraiment excellent. D'accord. Et puis après, là c'est tout ce qui est les millésimes, les vieux comtés ou les gruyères suisses. Enfin, moi je sais que j'ai un gruyère suisse 18 mois d'affinage qui est vraiment top. Après là sur des comtés, on a des comtés d'exception. On peut aller jusqu'à plus de 30 mois d'affinage. Et là c'est vraiment plaisant. Donc là c'est cela. Enfin c'est vrai que ces fromages de garde. À Noël sont exceptionnels. Enfin, à Noël et pour le réveillon, pour le premier de l'an, pour les fêtes, c'est vraiment le top. Après, il y a des choses aussi, des bleus qui sont remarquables, tels que pour moi, c'est vrai qu'un incontournable, c'est un Roquefort, mais tout à l'heure, vous parliez de nos amis à côté anglais. Vrai que les Anglais, oui. Les Anglais, ils ont un Stilton qui est sublime aussi. On peut trouver des très très bons Stilton, avec notamment dégusté avec un Porto, c'est vraiment les vins doux naturels. Exactement. Donc c'est vrai qu'il y a des fromages. Après c'est sûr qu'en ce moment la variété, exemple les fromages de chèvre, c'est un peu plus compliqué. Oui,
ça vaut mieux attendre le printemps, normalement, enfin. Tout à fait. En principe, là, ça va reprendre. Là, et certains producteurs ont arrêté de produire. Après, il y en a qui produisent un peu toute l'année. Mais c'est vrai que là, les fromages de chèvre, c'est plus compliqué de trouver. Donc, on ne s'oriente pas forcément vers cela, ou soit sur des fromages de chèvre, des tomes de chèvre qui vont être raffinés, où là, on peut en prendre. Est-ce que... avec quel fromage est-ce qu'on peut servir, par exemple, parce que ça donne un petit côté Noël, des fruits secs comme des figues séchées, des dattes, des raisins secs ou des noix? Alors, les noix, l'avantage des noix, c'est que ça se marie quand même avec beaucoup de choses, mais souvent, parfois, on peut faire des compositions, enfin des fromages travaillés, notamment avec un brie, donc pourquoi pas prendre un brie de Meaux. Alors, Noël aussi, enfin Noël et premier de l'an, pendant les fêtes, c'est vrai qu'il y a la truffe. Tiens donc. Que l'on a, et c'est vrai que la truffe fraîche, souvent on va l'associer avec un brie, donc un brie de Meaux, mais on ne pourra plus l'appeler brie de Meaux, on va l'appeler brie à la truffe, et puis aussi avec pourquoi pas un camembert, un coulommiers, ou même aussi surtout un brie à Savarin. Alors moi je sais que dans ma gamme j'ai un triple crème, donc là c'est un fromage qui est enrichi avec de la crème, et c'est vrai que là sur les périodes de fête, avec un peu de truffe, de la truffe, là c'est vraiment excellent. Il y a un petit fromage de votre copain, votre co-mof Xavier Turet, le Saint-Faron, qui vient de remporter une belle victoire d'ailleurs. Tout à fait, oui. Qui est un triple crème, justement. Qui est un triple crème, tout à fait. Donc là, ces fromages-là, c'est vrai qu'ils sont excellents associés avec la truffe. C'est vrai que le côté gras de ces fromages va rehausser les arômes aussi que l'on peut associer, tels que la truffe. Pourquoi pas, si vous voulez vraiment vous faire plaisir, une petite cuillère de ce fromage avec... un peu de caviar aussi, ça se marie très très bien. Donc là, on est vraiment sur le côté festif. Ah ben vous êtes pas chauvin avec votre fromage. Hein. Enfin, je veux dire, vous accueillez volontiers les beaux produits de la table avec le fromage. Mais c'est vrai que le fromage, c'est convivial, donc forcément, on va l'associer avec plein d'autres choses. Alors d'ailleurs, on n'a pas parlé ni de raclette, ni de tartiflette, ni de fromage fondu, parce qu'on n'a pas envie de se casser la nénette le soir du réveillon de la Saint-Sylvestre. Mais on peut, évidemment. Alors, il faut savoir que nous, en boutique aussi, quand on travaille en boutique, on voit beaucoup de personnes pour le réveillon qui viennent faire une raclette, parce que c'est vrai que c'est le côté convivial. Le 31, c'est aussi ça, c'est la convivialité, le fait de ne pas faire grand-chose aussi, de préparer beaucoup de choses. Et c'est vrai que la raclette, c'est vraiment le côté qu'on va pouvoir retrouver, aussi une fondue, une très bonne fondue, ça aussi c'est génial. Mais c'est vrai que le fromage, il a un avantage, c'est qu'on peut vraiment le consommer aussi bien en entrée, faire un petit plateau dégustation avec une petite coupe de champagne pour en apéro, en tapas, en plat, et puis après en fin de repas aussi. Et pourquoi pas fromage et café pour terminer, un petit morceau fromage et café, tiens. Ah oui, excellent fromage et café. Il y a beaucoup de café. Un petit expresso avec un roquefort, ça se marie très bien. Génial. Ça, c'est inusité, ça. Mais oui, mais il va y avoir... mais moi je vous crois, c'est votre boulot, dites Laetitia. Bien sûr. Tout à fait. Une dernière question, Laetitia Gabory. Moi, je suis pas très dessert, parce que le sucre ne m'aime pas trop. Si j'ai envie de boire quand même cette coupe de champagne qu'on attend, celle de la Saint-Sylvestre, avec quel fromage est-ce que ça s'associe bien, le champagne, avec ses bulles fines et ce côté un peu acidulé du vin blanc? Pour moi, le champagne, tout à l'heure on disait, un triple crème, un brie à Savarin, ça c'est vraiment sublime, avec un brie de Meaux. Ou un chaours, alors. Ou un chaours aussi. C'est à la région en plus, on n'est pas loin. Tout à fait. Tout à fait. Après, vous pouvez aussi avec un comté. Enfin, il y a plein de choses qui peuvent se faire avec le champagne. Tout dépend après quel type de champagne vous allez avoir. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui vont aller avec le champagne. Il y a beaucoup de fromages qui peuvent se marier avec le champagne. Et puis, si je comprends bien, le message, c'est de dire éventuellement, n'attendez pas l'instant du fromage pour manger du fromage. On peut faire un repas que de fromage, si j'ai bien compris. Si on a vraiment la flemme de mettre en œuvre quoi que ce soit d'autre, du pain, du fromage, du vin, normalement ça plaît. Enfin, en tout cas, on trouvera toujours quelqu'un pour aimer l'un ou l'autre des fromages. Donc diversité. Pensez à ces convives, les sortir à l'avance, j'imagine, pas trop froid. Tout à fait, au moins 1 heure à l'avance. C'est vrai que le fromage, il faut le chambrer, il faut le mettre à bonne température, qu'il soit, que ce soit au niveau
niveau de la texture, au niveau des arômes, qu'il soit à la perfection. Donc c'est vrai que il faut le sortir avant. Laetitia Gabory, meilleure ouvrier de France fromagère, nous rappelle que le fromage, il faut le chambrer, contrairement à l'invité qu'il ne faut pas chambrer. Pas ce soir-là en tout cas. Merci Laetitia, je vous souhaite une belle fin d'année en fromagerie bien sûr, hein, j'imagine, hein, il y a du boulot. À fond, à fond. Merci. Allez, et à très bientôt. On se retrouve dans une minute pour parler dessert, c'est normal. Métro, partenaire des restaurateurs et commerçants indépendants, vous présente Sud Radio 10h-11h, Ferniaud fait le marché. Allez, pour terminer notre marché de la Saint-Sylvestre, comment ne pas penser au dessert? Alors, c'est vrai qu'on s'est un petit peu gavé de bûches et de desserts au moment de Noël, mais c'est pas grave, une semaine plus tard, on est tout à fait en forme pour y revenir. Et il y a, à mon sens, un grand produit auquel on ne pense pas forcément, hein, parce que tout le monde, chocolat. Non, il y a un produit qui est, à mon avis, aussi, si ce n'est plus important sur nos tables, c'est la vanille. Mais la belle vanille qui est devenue un peu un produit de luxe. Et je suis au téléphone avec Paul Galland. Bonjour Paul. Bonjour. Comment allez-vous? Tout va bien ce matin? Ça va très bien et vous? Ça va pas mal. J'ai vu il y a pas longtemps que vous rentriez de Tanzanie parce que vous êtes un peu le gringo de Jacques Vabre de la vanille, hein, c'est-à-dire que le gringo de la vanille c'est vous vous baladez dans le monde entier pour aller chercher les plus belles vanilles. Exactement, ça fait que maintenant 3 jours que je suis rentré de Tanzanie. Génial, formidable. Et vous apprêtez à fêter la Saint-Sylvestre dans 3 jours. Hein, vous êtes rentré juste à temps pour finir l'année en France. Exactement. Alors, Paul, je rappelle, parce qu'on avait fait une émission ensemble où j'avais raconté un peu votre parcours, tombé en amour pour la divine gousse noire, pâtissier de formation, vous avez travaillé avec Cédric Grolet, et vous avez tout abandonné pour vous jeter à corps perdu dans la vanille. Exactement. Alors, je vous ai passé un coup de fil pour une raison précise. D'abord parce que la vanille est le grand arôme, la grande épice du sucré dans le monde des desserts. Et pour une autre raison également, évidemment, nous avons tous traversé depuis 3 semaines le drame mahorais. On a Mayotte au cœur, on se dit qu'on va fêter, on a fêté Noël, on va fêter la Saint-Sylvestre, on célèbre dans la joie et on ne peut pas s'empêcher de penser avec... vraiment un gros point de côté du côté du cœur à Mayotte et à tous ces Mahorais qui vont pas du tout passer le même réveillon. Et j'avais envie de rattacher notre pensée pour Mayotte à ce grand produit, parce qu'il y a un grand produit à Mayotte, et c'est la vanille. Totalement. La vanille à Mayotte est une des plus belles vanilles planifolia qui existe en terroir. Mayotte est vraiment un super terroir très riche pour la vanille. On y retrouve vraiment une vanille exceptionnelle avec des notes très chocolatées, très vanillées et d'ailleurs avec des forts taux de vanilline. Ah, alors c'est intéressant parce que vous dites planifolia. Pour ceux qui nous écoutent, c'est du chinois. Moi, je sais ce que c'est. La planifolia, c'est ce qu'on appelle communément la vanille Bourbon, hein, c'est-à-dire la vanille de l'océan Indien, hein, celle qu'on connaît à Madagascar ou à La Réunion, par exemple. Exactement. Ouais, parce qu'il y a combien de variétés de vanille dans le monde? Alors, commercialisées, il n'y en a que 2, la planifolia et la tahitensise. La tahitensise qu'on retrouve surtout à Tahiti. Oui, c'est ça, dans le Pacifique, on va dire. Voilà, exactement. Mais ensuite, il existe plein d'autres variétés. Moi, par exemple, sur mon site internet, on peut retrouver jusqu'à 8 variétés de vanille que je commercialise, mais qui sont des variétés très rares et très peu connues. Et vous en découvrez encore dans vos voyages? Et j'en découvre encore. Justement, en Tanzanie, en plein dans la jungle, après plus de 5 heures de marche, une vanille qui pousse naturellement en plein dans la jungle sur un arbre à plus de 25 mètres de haut. Une vanille qui ressemble plus du tout à une vanille. Vraiment, c'est des gousses qui font plus de 30 cm, très larges, très épaisses. Ça ressemble à une banane noire alors? Encore plus gros qu'une banane. C'est vraiment, fou, ça. C'est super impressionnant. Et ça sent bon? En plus,
Alors quand elle est verte, non, du coup, ça sent pas forcément quelque chose. Mais justement, mon producteur Antoine va aller travailler pour en espérant qu'elle dégage une odeur fantastique. Mais en tout cas, c'est une autre variété, en espérant qu'elle dégage des notes hyper intéressantes. Oui, c'est intéressant ça. Mais revenons, si vous le voulez bien, à notre département de Mayotte. Mayotte, c'est un archipel qui est rattaché aux Comores, et l'actualité nous l'a rappelé il n'y a pas longtemps, avec évidemment des migrations qui ne sont pas toujours désirées. Mais en tout cas, c'est le nord-ouest de Madagascar. Or, à Madagascar, le beau terroir de la vanille, c'est déjà le nord. Donc on sent bien qu'on est dans une zone climatique et géographique, et même de sous-sol, qui correspond tout à fait à la vanille de l'océan Indien. Totalement. D'ailleurs, la vanille de Mayotte, l'année dernière, a été élue médaillée d'argent au Salon agricole à Paris. Ah, au CGA. Ben oui. Oui, absolument. Et vous me disiez taux de vanilline. Alors c'est intéressant parce que moi, mes meilleurs souvenirs de vanille, et pourtant j'en ai goûté pas mal et longtemps, ce sont les vanilles des Comores. Or, les Comores, c'est vraiment le même terroir que Mayotte, on est d'accord? On est d'accord, c'est juste à côté. Donc ça n'est pas qu'une question de savoir-faire, parce que évidemment il y a un travail sur la vanille, comme vous le disiez, elles sont cueillies souvent vertes et il faut les étuver, les faire fermenter, etc. Mais ce qui est incroyable, c'est que ces vanilles comoriennes, et à Mayotte c'est pareil, elles sont tellement riches en vanilline qu'elles font ce qu'on appelle du givre. On les voit, elles ont plein de petits cristaux. Qu'est-ce que c'est ça, sur les gousses de vanille? Ces cristaux, c'est tout simplement la molécule aromatique principale sur la variété Planifolia. Quand la qualité est vraiment excellente, donc cueillie à pleine maturité et un très gros travail de la part du producteur, les vanilles vont tout simplement cristalliser naturellement avec le temps. Donc c'est des petits cristaux blancs qui sont vraiment un peu comme des petits diamants qui brillent. Et donc c'est un gage de très grande qualité sur la variété Planifolia. Mais parfois ça peut même aller jusqu'à faire comme du givre, c'est-à-dire comme s'il y avait de la neige, comme si la gousse était blanche, quoi. Oui, totalement. Ça peut faire un aspect très cotonneux. On pourrait croire que c'est de la moisissure, mais pour les différencier, c'est assez simple. Déjà, il suffit de goûter, et si ça pique et qu'il y a ce goût vanille très prononcé après qui arrive dans la bouche, c'est que c'est bien de la vanilline. Et puis ensuite, si ça brille à la lumière, c'est bien de la vanilline et non de la moisissure. Et si je vous demande ça, c'est parce que je veux que les Français de métropole et d'ailleurs qui nous écoutent se rendent compte que c'est peut-être le plus exceptionnel terroir, ce coin de l'océan Indien coincé entre Madagascar et l'Afrique, enfin le continent africain, c'est peut-être le plus exceptionnel terroir de l'océan Indien pour des vanilles de qualité. Totalement. Ils ont un terroir qui est super riche, et le fait d'avoir une terre si riche, la vanille prolifère et vit parfaitement dans ce coin, et bien travaillé par le producteur. On a des vanilles qui sont juste extraordinaires. Bien malheureusement, évidemment, le cyclone étant passé, il n'a pas détruit que les maisons et les infrastructures. On se doute bien que les arbres qui portent ces lianes de vanille ont dû évidemment souffrir énormément aussi pour la culture de la vanille à Mayotte. Totalement. J'ai eu un petit peu au téléphone par message une de mes productrices à Mayotte qui tient l'association Senteurs et Saveurs de Mayotte, qui ont d'ailleurs été, comme je disais, élus médaillés d'argent au CGA, au concours général agricole. Donc j'espère que tout va bien pour eux et que leurs lianes de vanille sont en pleine forme. Ont tenu le coup. Bon, pour terminer sur une note un petit peu optimiste, mon cher Paul Galland, d'abord je signale que ceux qui sont intéressés peuvent aller sur votre site pour commander des vanilles, pour faire la pâtisserie à la maison. Mais surtout, je voulais vous demander, vous avez une méthode pour infuser la gousse de vanille. On sait que c'est important de l'infuser dans le lait en général, puisque ça donne lieu à de la pâtisserie, ou dans la crème. Mais vous ne le faites pas à chaud. Moi, j'avais toujours l'impression que ça se faisait à chaud. Alors, à chaud, effectivement, on dégrade les molécules aromatiques de la vanille. Tout simplement, la vanilline, donc le composé aromatique principal sur cette variété Planifolia,
à partir de 60 degrés, on va déjà commencer en fait à perdre de cette saveur. Et d'ailleurs, souvent dans une cuisine, quand on fait bouillir par exemple du lait avec de la vanille, on sent la vanille partout dans la cuisine. Ouais. Alors c'est sûr que c'est agréable de si rentrer c'est dans la cuisine, c'est pas dans le plat ou dans le dessert. Oui. Ouais, exactement. On a perdu du goût dans la préparation. Ça s'est vaporisé. L'idéal, effectivement, c'est de prendre du temps, c'est-à-dire la veille d'infuser sa vanille à froid. Par exemple, dans une crème anglaise, il faut déjà faire la crème anglaise. Et une fois la crème anglaise faite... on met la vanille après? On met la vanille après, génial. Et là, on laisse 24-48 heures d'infusion à cette crème anglaise avec Formidable. la vanille grattée. Et là, on va avoir toutes les notes riches de la vanille dans ces crèmes anglaises. Vous voyez que ça sert d'avoir un pâtissier qui vous donne les trucs pour la vanille, parce que moi, je ne le savais pas. J'avais toujours tendance à mettre à chaud. Merci beaucoup, Paul. Et on a évidemment une grande pensée pour votre productrice, vos producteurs mahorais et tous les mahorais qui sont en train tant bien que mal de rebâtir leur île en espérant qu'ils ont juste suffisamment à boire, à manger et de quoi se protéger des intempéries, parce que malheureusement ça n'est pas terminé. Mes amis, sur cette note un petit peu triste, mais c'est normal, je voudrais vous souhaiter une belle fin d'année. Vous pourrez écouter à nouveau cette émission en podcast sur soudradio.fr. Je vous laisse avec les infos de 11h. Après, vous trouverez comme toujours Alexandre Devecchio en toute vérité. Il me reste encore une fois à vous souhaiter un beau réveillon avec ceux que vous aimez. Enfin, normalement, on fait le tri en général pour le réveillon. Et une très belle fin d'année sur Sud Radio. À tout bientôt. Sud Radio, Ferniaud fait le marché. Avec Métro, partenaire des restaurateurs et commerçants indépendants.